Vous n'obtenez pas ce que vous voulez de votre entreprise ou de votre vie simplement parce que vous désirez beaucoup trop de choses en même temps. Vous n'êtes pas prêt à faire des compromis et je vais vous le prouver. Dans cette vidéo, je vais donc analyser le problème principal et la façon d'aborder les compromis que vous faites à différentes périodes de votre vie. Et si vous ne savez pas qui je m'appelle Alex Ramosi. J'ai acquisition.com. Ma holding pèse 250 millions de dollars de CA l'an dernier. Récemment, j'ai battu le record Guinness du livre de non-fiction le plus vendu, 106 millions de dollars. Vous avez vendu 3,6 millions de livres en un peu moins de 3 jours. Et je n'y suis arrivé qu'en faisant des compromis. Absolument tout dans la vie implique des compromis. Et les gens doivent simplement déterminer le prix par rapport à la valeur. Comme pour toute chose, il y aura ces deux éléments. Quand les gens disent « je n'y crois pas », c'est qu'ils ne voient que le coût, pas le bénéfice. Si vous dites « ce type a fait cet échange, moi, je ne l'aurais pas fait. Génial ». C'est pourquoi rien ne vous oblige à faire cet échange. Voici donc un état d'esprit pour aborder la question. J'y pensais, car Léla et moi cherchions des objets de maison récemment. Et on réfléchit à, vous savez, acheter des maisons et tout ce genre de choses. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Il y a de nombreux exemples dans la vie où je suis sûr que vous l'avez déjà vu, comme quoi on peut tout avoir. Tu ne peux pas. Laisse-moi te donner l'exemple. Si je dis que je veux une maison dans une station de ski, mais que je la veux aussi près de la plage, et que je la veux aussi isolée, mais que je veux aussi qu'il y ait une ville, des magasins, et que tout soit accessible à pied, et que je veux aussi qu'elle soit chaleureuse et pas trop animée, mais qu'il y ait aussi beaucoup d'espace pour des activités et un jardin, je ne peux pas avoir tout ça. Elles sont impossibles à réunir dans une seule chose. Déjà, la plage et la montagne enneigée n'existent pas dans la même maison. Si je veux quelque chose de chaleureux avec beaucoup d'espace, ça n'arrivera pas. Vouloir tout à pied avec une superbe vue aérienne est aussi impossible. Chacune de ces choses peut survenir dans un immeuble en centre-ville. Celle-là peut-être. Mais il y en a certaines pour lesquelles il faudra faire des compromis. Et puis alors je me dis qu'en fait, faire face à tout cela, c'est un peu comme l'élément central de ce qu'il faut faire dans la vie pour avancer. Et tellement de gens restent dans l'indécision. Ils restent dans un purgatoire qui, concrètement, les empêche d'obtenir ce qu'ils attendent de la vie, car ils refusent tout compromis initial. Voici des exemples courants. Par exemple, devrais-je me marier ou non? La question n'est pas devrais-je, mais suis-je prêt au compromis? C'est ça. Devrais-je avoir des enfants ou ne pas en avoir? Devrais-je sacrifier mes années 20 ou sacrifier mes années 30? Il y a toujours des compromis à faire. Par exemple, si tu sacrifies tes années 20, tu vas passer à côté de certaines expériences de jeunesse amusantes que d'autres vivent. C'est un compromis. C'est réel. Tu vas renoncer à certaines de ces choses. La question est, contre quoi fais-tu cet échange? Les pires compromis sont les compromis inconscients, mais on les fait, n'est-ce pas? Par exemple, tu as raté les expériences de tes 20 ans sans pour autant avoir bâti ton épargne. Sans accumuler les répétitions, tu n'as pas acquis l'expérience pour te préparer à tes 30 ans. Et donc, en fait, beaucoup de choses dans tes 30 ans reflètent la façon dont tu as vécu tes 20 ans, simplement projetées vers l'avant. Maintenant, certaines personnes ont adoré leurs 20 ans. Elles ont parcouru l'Europe en sac à dos. Ils ont connu divers vécus, se sont enrichis culturellement. Et j'adore ça pour eux. Mais ce n'était pas le choix que je voulais faire. Donc, ce serait ridicule de ma part de dire, genre, je veux ça. Et je veux développer un ensemble de compétences très profonds que je pourrais utiliser toute ma vie. Ils développent aussi des compétences. Sont-elles monnayables? Peut-être bien, qui sait? On dit voyager, apprendre. Peut-être, je ne sais pas. Je veux dire, je ne l'ai pas fait. Genre, Zuck ne l'a pas fait. Bill Gates ne l'a pas fait. Elon ne l'a pas fait non plus. Donc, encore une fois, il y a aussi la question du degré, non? Jusqu'où veux-tu aller? Je pense que tu n'espères pas un résultat de 1% sans un sacrifice de 1%. Compris? Prenons un autre exemple avec une maison, mais en plus petit. Tu entres dans un magasin. Il y a une paire de chaussures qui te plaît. Tu regardes alors l'étiquette du prix. Elle indique 500 $. À ce moment-là, tu prends la décision. Est-ce que ça vaut l'échange? C'est tout ce que c'est, en fait. Et si tu vois quelqu'un faire cet échange, Internet peut être vraiment stupide. On dira alors que ce type est un idiot. Mais s'il est milliardaire, qu'est-ce que ça peut bien faire ce qu'il a échangé? Pour lui, ça avait du sens.
Au salaire minimum et avec des aides, des chaussures à 500 dollars n'ont aucun sens. Ce n'est pas rentable. Alors, est-ce que l'échange est intrinsèquement bon ou mauvais? Non, cela dépend de la personne et de son contexte. Tous ces exemples sont des compromis, n'est-ce pas? Donc la question c'est, quels sont les échanges et en valent-ils la peine? La raison pour laquelle les gens ont autant de mal à faire des choix, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils risquent de perdre, mais pas ce qu'ils peuvent gagner. Donc le coût est garanti et fixe, mais le bénéfice potentiel ne l'est pas, ce qui explique pourquoi il est si difficile pour beaucoup de gens de prendre des risques, surtout sur eux-mêmes. Et donc, s'il y avait une seule croyance que je pourrais te transmettre, c'est que tu trouveras une solution. Si jamais tout part en vrille, et quand ça arrivera, si cela arrive, la réalité c'est que ce ne sera pas aussi grave que tu le penses. Donc tu as ce coût fixe auquel tu crois, mais qui n'est en réalité pas réel. Parce que c'est une peur dans ton esprit. Tu penses que si ce pari ne marche pas, tu vas finir à la rue, perdre tous tes amis et mourir. Mais ce n'est pas la réalité. Le pire scénario pour la plupart des gens qui sont sociables, c'est-à-dire juste ceux qui sont des membres fonctionnels de la société, c'est que tu squattes le canapé de quelqu'un pendant un moment. C'est le pire scénario possible. Et je dis cela uniquement parce que si l'on regarde le problème des sans-abri, la grande majorité des cas, pas tous, mais la grande majorité des sans-abri sont dus à la toxicomanie et aux problèmes de santé mentale. Je veux dire que la plupart des gens ont cette peur. Même, et c'est une remarque politique, les sans-abri, n'est-ce pas? Les sans-abri, même le malheur. Loger, c'est difficile à dire. C'est tellement drôle. Bref, même ces personnes-là ont encore de la nourriture, vivent encore et ont accès à des soins, du moins aux États-Unis. D'accord. Et donc je dis cela parce que le pire scénario, c'est que tu n'as pas de patron. Tu as de la nourriture, n'est-ce pas? Tu as accès à des soins médicaux si tu en as besoin. Et tu marches dans la rue en faisant tout ce que tu veux. C'est ça, le pire scénario. Certaines personnes pourraient dire que c'est mieux que leur situation actuelle. Et donc, quand j'y pense énormément. Je vais être honnête avec vous, c'est que, en fait, votre niveau de bien-être subjectif ne change pas énormément au cours de votre vie. Beaucoup de choses sont inhérentes, n'est-ce pas? Comme votre tempérament, votre disposition. Et je vais vous donner un exemple simple qui met les gens mal à l'aise. Alors, réfléchissez à la façon dont les chiens ont été créés, d'accord? Au départ, il y avait des loups, n'est-ce pas? Et puis, il y avait certains loups qui étaient un peu plus gentils que les autres. Et ils se sont dit, croisons les loups les plus dociles sur plusieurs générations. On finit par avoir un labradoodle. Répétez l'opération. Et donc, les gens n'aiment pas penser aux humains de la même manière. Mais fondamentalement, si des connards se reproduisent entre eux, ça finit par faire plus de connards. Quand on a des gens gentils, ils ont tendance à produire d'autres gens gentils. Bien sûr, la génétique intervient également. Mais avec le temps, c'est ce qui se passe. Et c'est pareil pour les gens heureux et malheureux, croyez-le ou non. Tout en découle. Tu fonctionnes selon ton potentiel génétique. Comme une prédisposition génétique aux muscles sans sport, le résultat musculaire varie. Pareillement, on peut être génétiquement plus ou moins enclin au bonheur. Bien sûr. Et vous voulez maximiser ces éléments. Mais je ne mentionne tout cela uniquement pour dire que nous avons cette idée, que nous allons accomplir quelque chose de précis et qu'ensuite nous serons enfin heureux. Je vais faire cette chose et alors tous mes problèmes seront résolus. Mais notre cerveau est seulement évolué pour notre survie. Notre cerveau cherche surtout à repérer les menaces environnantes, ce qui nous rend stressés et malheureux. Et ce mal-être fondamental, cette anxiété de base, a tendance à pousser les humains vers l'avant. En innovant pour résoudre des problèmes, nous pensons qu'une fois réglés, nous serons plus heureux. C'est faux, mais cela fait progresser la civilisation. Je vous dis cela pour souligner que les risques de vos paris ne sont pas aussi graves que vous le pensez. Et le fait de tout réussir n'est pas non plus aussi formidable que vous l'imaginez. Alors, la vraie question c'est, que voulons-nous faire de notre temps? Ainsi, les personnes qui sont le plus récompensées dans la vie sont celles qui acceptent simplement d'embrasser l'incertitude. Il s'agit simplement d'accepter l'idée que vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, pour prendre du recul et voir la situation dans son ensemble. Si nous devions quantifier les échanges que nous sommes prêts à faire, n'est-ce pas, en termes de « je sais que je vais perdre ces années ». Mais je repenserai probablement à cette période sans la regretter, compte tenu de ce que j'ai obtenu en retour. Et tout cela se résume en grande partie à considérer la vie comme quelque chose qui vous arrive et non comme quelque chose que vous subissez. Et je pense qu'on peut vivre une vie sans regret, à condition de toujours y croire. Il vous a fallu passer par là pour arriver là où vous êtes aujourd'hui.
période. Donc, autant que tu puisses dire, et je crois que je peux revenir en arrière et dire, si j'avais su cela à l'époque, mon Dieu, je serais tellement plus avancé. Mais comment aurais-je pu le savoir à ce moment-là? Il a fallu que je traverse cela pour le comprendre. N'est-ce pas? Et si ça s'était passé autrement? Disons que je l'avais su à ce moment-là, et alors je serais mieux maintenant. Et alors? Je suis juste mieux maintenant. Et je vais probablement être tout aussi insatisfait et satisfait que je le suis en ce moment. Et donc, certains d'entre vous sont assis au bord du purgatoire de la décision. Vous échangez le temps que vous avez. Vous échangez des années de vie, mais vous n'en retirez rien. Et donc, la seule chose que je vous encouragerai à faire, c'est d'être, premièrement, conscient de ce que vous échangez, et deuxièmement, conscient de ce pourquoi vous l'échangez. Et même si les gens autour de vous vont dénigrer, rabaisser ou critiquer vos choix, la vraie question est, voulez-vous leur vie? Parce que je n'ai encore jamais reçu de critique de la part de quelqu'un qui est en avance sur moi dans un domaine quelconque. Jamais aucun expert en fitness ne m'a dit que j'étais nul ou que je devrais arrêter. Aucune personne plus riche ne m'a dit de moins travailler. Et aucun couple marié depuis plus longtemps ne m'a jamais reproché non plus ma façon de gérer mon mariage. Les seules personnes qui ont quelque chose à dire sont celles qui ont le temps de le faire parce qu'elles sont sur la touche à ne rien foutre. C'est-à-dire rien du tout. Et je dis ça simplement parce que, franchement, j'ai vraiment eu du mal pendant longtemps à dépasser ce que les autres pensaient. Ça a été très difficile pour moi. Et puis je pense qu'à un certain niveau, à un moment donné, tu dois juste te prouver à toi-même que tu vas survivre, que tu ne vas pas mourir. Et je vais te raconter une version très étrange de cette histoire, mais je pense que ça pourrait conclure notre discussion. C'est la suivante. Donc, crois-le ou non, jusqu'en 8e année, j'étais germophobe. Ça doit te paraître bizarre de voir ça. C'est vieux, la 8e année, ça remonte à loin. Avant, je retenais ma respiration si quelqu'un passait devant moi parce que je ne voulais pas respirer ces microbes. Si quelqu'un touchait une poignée de porte, j'utilisais mon bras et j'évitais de la toucher par des contorsions bizarres. C'était de la folie. Tu te demandes sûrement où je veux en venir. Je te promets une raison à tout ça. C'est arrivé à un point où c'est devenu un peu handicapant, interférant avec ma vie. On devait donc partir pour ce voyage. L'expédition 8, en 8e année, c'était du camping. C'était comme une sortie scolaire. Et donc, on devait partir 5 jours en pleine forêt avec notre classe, et on est donc parti camper. Et je m'étais dit que ce serait impossible d'être germaphobe en pleine nature. Je me disais, ça ne va clairement pas marcher. Je ne vais donc pas avoir le droit de manger, c'est bien ça? Alors je me suis fait la réflexion suivante. Je ne vais tout simplement pas me laver les mains et je vais manger tout ce qu'il y a ici. Et tu ne t'inquiètes plus du tout de la propreté. Et si je meurs, je meurs. Et là, il s'est passé un truc de fou. J'ai fait les 5 jours. J'avais de la terre sur les mains pendant que je mangeais. Je ne me suis pas lavé les mains une seule fois. Et puis, à la fin du voyage, j'étais toujours en vie. J'ai enfin attendu une semaine de plus pour voir si toutes les maladies en moi allaient apparaître. Et aucune ne s'est manifestée. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, donc toute l'énergie que j'avais mise à m'inquiéter des microbes n'a servi à rien. Là, ça a été un moment énorme. En fait, c'était un moment très important pour moi. Et j'ai gardé ce point de vue, tu sais, pour le reste de ma vie. Je ne me fais tout simplement pas de soucis pour ce genre de choses. Et donc, l'opinion des autres, c'est un peu comme ces microbes. Tu passes tout ton temps à te demander, tu sais, et si jamais tu retiens ton souffle, et s'il disait ça, et si ça arrivait? C'est comme, bon, et si ça arrivait, jouons le scénario jusqu'au bout, et tu te rends compte qu'en fait, non seulement tu n'es pas mort, mais en plus personne ne s'en souciait au départ, et personne ne pense même à toi. Et donc, en tant que quelqu'un qui a eu pas mal de gens qui ont essayé de m'attaquer, rien n'a changé dans ma vie. Rien. Des gens font des vidéos à charge, des gens sortent des choses que j'ai dites de leur contexte, ce n'est pas grave. C'est Internet. Si je m'attends à être complètement compris, c'est un objectif absurde à avoir. Et je vais te raconter une autre histoire qui m'a vraiment fait comprendre ça. Donc j'étais sur TikTok, je crois. C'était il y a un moment. J'ai vu ce type blanc, un gars blanc générique, qui donnait des conseils financiers ou parlait d'économie.
Et il se faisait démonter dans les commentaires, genre arnaqueur, vieux, rentre chez toi, toutes sortes de folies. On disait qu'il était un faux gourou ou je ne sais quoi. Ce type, c'était Ray Dalio. Il pèse 30 milliards de dollars. Et il a genre 79 ans et il essaie juste d'aider les gens. Il est sur TikTok, il essaie d'aider la jeune génération. Et quand j'ai vu ça, j'ai réalisé qu'on ne peut pas sauvegarder comme vous ne serez jamais légitime aux yeux des ignorants. Et ça, être haï par une mauvaise personne est une bonne chose. Réfléchissez-y. Beaucoup d'entre nous souhaitent éviter d'être détestés en général. Et je comprends pourquoi. C'est logique. Personne n'a envie d'être détesté pendant son enfance, etc. Mais pensez à la pire personne au monde, n'est-ce pas? Ne voudriez-vous pas qu'il vous déteste? N'est-ce pas? En fait, nous devrions juger notre caractère à la qualité de nos ennemis. Donc si un ignorant complet, sans aucun contexte, veut parler en mal de vous, de vos objectifs ou de votre mode de vie, prenez-le comme un compliment. Ou au moins, ayez de la peine pour eux parce qu'ils ne savent pas mieux. Ne laissez jamais leurs paroles peser dans la balance de votre propre façon de vivre. Bref, je dis ça parce que, comme moi, j'ai eu trop de voix qui étaient trop fortes pendant trop longtemps dans ma vie. Cela m'a empêché de faire les choses que je voulais faire. Donc je partage cette petite histoire à propos d'Expedition 8 et de la saleté sous les ongles, si on veut, ces microbes. On pense qu'ils vont nous tuer, et puis il ne se passe rien. Ce ne sont que des microbes. Voici la feuille de route exacte en 10 étapes pour passer de 0 à 100 millions, un niveau que moins de 1% des entreprises atteignent. L'ayant fait plusieurs fois, je peux affirmer avec confiance que ce sont les étapes nécessaires à mesure que vos effectifs augmentent. J'ai décomposé chaque étape selon 8 fonctions, en précisant les symptômes de chaque contrainte et les mesures concrètes que nous avons prises pour passer à la suite. Nous avons fait cela pour les logiciels, les produits physiques, les entreprises de services et les commerces physiques. Et ça fonctionne. C'est offert. Cliquez sur le lien en description ou allez sur acquisition.com.roadmap pour le recevoir immédiatement. Les plus grands gains viennent de l'inconnu. Donc, ce potentiel inconnu. Et donc, concrètement, vous ne pouvez aller que jusqu'à 0, n'est-ce pas? Et si on pousse vraiment la réflexion, la probabilité que vous tombiez à 0 en tant que personne ordinaire est quasiment nulle, non? Mais Bezos l'a dit mieux que personne. Les humains sous-estiment. Le potentiel positif et surestimant le risque, c'est l'un des biais psychologiques fondamentaux dont souffrent les humains. L'unique avantage humain étant d'éviter la mort, logiquement, nous avons des biais cognitifs disproportionnés face au risque. Sans cela, vos gènes ne se seraient pas transmis de génération en génération. Contrairement à celui qui se disait « Eh, il y a peut-être un potentiel positif. Si je mange les baies, eh bien, il meurt, non ?» Et puis c'est la fin de ce gars-là. Voilà, c'est la fin de sa lignée, et donc tous les optimistes sont morts, non? Tous ces gènes ont disparu, et donc il ne reste plus que les pessimistes. Ceux qui croyaient au pire que tout s'effondrait. Le monde a changé, mais pas notre génétique. Il faut donc décider en toute conscience. Réalise que tout le potentiel positif est dans l'incertitude, et que si tu n'es pas certain, personne ne l'est non plus. Mais c'est là que se trouve l'arbitrage. L'arbitrage se trouve dans l'incertain et dans ce qui est différé. Je vais le répéter. Le potentiel positif que tu veux dans ta vie réside derrière l'incertitude et le délai. Et c'est tout simplement parce qu'il y a deux choses dont les gens ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas payer ce prix parce que cela leur semble trop lourd. Car ils ignorent combien ils doivent payer, ni pour combien de temps, mais c'est plus rapide que tu ne le penses. C'est moins effrayant, mais tu dois faire le premier pas. Cela s'applique à tous les niveaux. Tu vois, chez acquisition.com, on prend des paris énormes et on mise sur beaucoup de choses. Je ne sais pas encore comment on va y arriver, mais je crois qu'on a la capacité de trouver la solution. Si d'autres trouvent la solution, toi aussi, car ils ne sont pas différents de toi, ils n'ont pas un argent différent du tien, ces problèmes peuvent donc être résolus. Au minimum, il y a forcément quelqu'un qui sait comment s'y prendre. Aide cette personne pour qu'en retour, elle t'aide via de l'argent, un service ou du capital relationnel. C'est ce qu'il faut faire. Donc, si je veux transmettre ça au maximum, parce que j'avais tellement peur du genre « et si je n'y arrivais pas ?» Continuez d'essayer.
Si vous ne trouvez pas la solution, bien sûr, comme vous ne l'avez pas trouvée cette fois-ci, vous la trouverez la prochaine fois, n'est-ce pas? À moins de mourir, n'est-ce pas? C'est une citation de Joko Willink, et ça m'énerve que ce soit la sienne parce que je l'adore, mais en fait, tout échec, hormis la mort, est d'ordre psychologique. Êtes-vous mort? Non? Avez-vous trouvé la solution? Non? Devinez quoi? Tu n'es pas mort? Essayez à nouveau. Et j'aimerais tellement pouvoir transmettre ce virus parce que c'est le pire des scénarios et tout le monde a tellement peur. Et si ça ne marche pas? Et si c'était le cas? Car si ça ne marche pas, ça ne changera rien. Mais si ça marche, ça changera tout.